Bonjour, j'espère que vous allez bien. Et moi je commence le cours en ligne. J'ai enregistré un peu de matériel. Il s'agit de ces 5 sujets qui étaient mentionnés comme les exercices dans les feuilles de Today. Il faut faire le rappel sur le terme lambda. Après, nous allons parcourir les réductions de bêta pour s'entraîner et pour s'échauffer. La prochaine chose sera les codages de nombres, codage de variables booléennes. Après, le codage de variables booléennes nous permet de construire les arbres binaires. Et le codage des arbres binaires nous permettra de construire des codages de nombres entiers selon Barendt-Recht. Je vais avancer peu à peu. Je vais vous laisser le temps pour réfléchir sur les questions. Mais si ça marche trop vite, n'hésitez pas de mettre la vidéo en pause et réfléchir vous-même sur des questions. Donc on commence pour se rappeler les définitions de termes lambda. Je vais écrire quelques exemples. On commence par les fonctions d'identité, lambda x pour x. Et pour chaque de ces fonctions, je vais dessiner un arbre syntaxique. Alors chaque lambda est responsable pour sa variable. Ici, il n'y a qu'une seule lambda qui est responsable pour x. Et après, les prochaines node x est un fils de node parent lambda x. Après, nous avons le terme lambda x.xx. Donc, quelle est la signification de xx? Et en fait, si on ne met pas de caractère entre deux termes lambda, c'est toujours les applications, comme l'application de fonction, comme x, f de x, mais ici c'est x de x. C'est la fonction x qui prend comme argument la fonction x. Donc on crée un petit arrobase qui représente l'application et les deux fils, x à gauche et x à droite. Je vous suggère toujours d'essayer de faire un dessin vous-même. N'attendez pas. Mettez la vidéo en pause et construisez les arbres vous-même. Alors ici, j'ai remplacé xx par xy, mais de plus j'ai ajouté un lambda supplémentaire, donc ça devient lambda x pour lambda y pour xy. Donc dans cet arbre-là, le node parent lambda x, après le node lambda y, après une application entre le x et y. Donc, qu'est-ce qui se passe si je mets trois variables x, y et z? La première question s'agit de ordre de l'application. Donc, comment mettre des parenthèses? Ça doit être des parenthèses entre x et y. Donc, la première application x applique y et z, ou bien y, z, x. Il faut se souvenir que l'application est gauche associative. Donc, les réponses vraies, c'est plutôt x, y dans les parenthèses et après z. Donc, il n'y a qu'une seule réponse possible. Parce que si vous mettez les parenthèses comme y, z, ça signifie un autre terme lambda. Donc, je fais un dessin de cet arbre. Je vais mettre l'arrobase qui représente l'application extérieure. Donc, ça doit être l'application entre x, y ou bien entre x, y et z. Alors, l'application extérieure, il s'agit de variables z
à droite et le sous-arbre XY à gauche. Et donc, je vais mettre Z à droite. Et une application à gauche, parce que l'application correspond à la racine de cet arbre supplémentaire, X et Y, X à gauche, Y à droite. Alors, on considère les prochains termes lambda. Je vais mettre lambda x.x comme la fonction identité. Et à droite, je vais mettre lambda y.y. En fait, on peut même mettre des parenthèses autour lambda y.y. Mais si vous enlevez des parenthèses, c'est toujours le même terme lambda. Et il a le même arbre syntaxique. Entre cette deuxième fonction d'identité et la première, il y a le caractère d'application. Donc l'application doit être située à la racine de cet arbre syntaxique. À gauche, lambda xx, à droite, lambda y. Le prochain terme, c'est lambda x pour lambda y pour lambda z. Point xy dans parenthèse, xz dans parenthèse. En fait, moi, j'ai 8 heures maintenant et j'entends des applaudissements à des soignants qui aident beaucoup dans cette situation difficile. Pour construire l'arbre syntaxique qui commence par 3 lambda, x, y, z, mais après, il y a 3 applications extérieures, et après, à gauche, x, y, à droite, y, z. Alors, bien pour les lambda termes, il faut continuer à la réduction bêta. Donc, la réduction bêta, c'est une façon de transformer des arbres syntaxiques de lambda termes ou transformer de lambda termes. Chaque réduction bêta correspond à une étape de machine de Turing ou une étape de computation. Bon, nous allons considérer une fonction, juste une fonction de 2 variables, x plus y carré. Donc bien sûr que dans le calcul lambda, nous n'avons pas encore d'addition de 2 termes. On n'a pas de multiplication de 2 nombres, donc on ne peut pas considérer un vrai x plus y carré. Mais imaginez que c'est une signification d'une fonction anonyme, une fonction lambda de xy, qui est écrit comme lambda x point lambda y point l'expression renvoyée x plus y carré. Donc c'est un exemple un peu artificiel pour exprimer quelque chose qui concerne les réductions bêta. En fait, les réductions bêta ressemblent beaucoup les substitutions d'une fonction dans un autre. Donc toujours pour les rappels, quand j'écris lambda x pour lambda y, c'est toujours pour signifier qu'il y a 2 arguments de cette fonction. Donc j'annonce l'argument x et l'argument y. On peut également voir ça comme une fonction de x qui renvoie à une fonction de y. C'est 2 points de vue différents au même objet. Et je veux considérer 2 fonctions. Donc la première que j'ai déjà écrite, lambda xy égale x plus y carré. Et la deuxième fonction, que je vais appeler θ de z égale à e puissance z. Donc c'est le même problème avec e puissance z. Il n'y a pas encore e puissance z dans le calcul lambda, mais quand même, nous avons considéré ce type de choses pour mieux comprendre les natures de substitution. Et bien, on dénote f de xy, la fonction écrit à façon plus habituelle, x plus y carré, et la deuxième, g de z égale e puissance z. Je veux substituer g de z au lieu de premier argument. Ça devient f de g de z y égale à e puissance z plus y carré. Et la question,
c'est pour vous comment exprimer cette substitution en langage de calcul lambda. C'est-à-dire, vous aurez besoin d'une fonction de deux arguments, de fonction de arguments z et y, qui est le résultat de substitution de fonction g de z, c'est-à-dire le résultat de substitution de cette deuxième terme lambda, deuxième terme θ, pardon, dans le premier terme lambda. Alors, si je mets une variable z à l'extérieur, ça me donne lambda z, parce que ma fonction va être dépendante d'argument z. Après, je vais mettre la même fonction, lambda majuscule, qui est égal à lambda x pour lambda y pour x plus y carré. Et après cette fonction, je vais mettre e puissance z. E puissance z, quand je mets quelque chose après mon terme lambda, c'est toujours interprété comme son premier argument. Alors, la première variable, x, qui est responsable pour sa première argument, donc si je vois lambda x, c'est toujours la variable x qui est première. Et dans le terme x plus y carré, chaque x va être remplacé par e puissance z. Et j'enlève cette lambda x. Donc, c'est le principe de réduction bêta. Au lieu de chaque x, je substitue l'expression qui est après. Donc, l'expression qui est après, c'est e puissance z. Au lieu de chaque x, il n'y a qu'une seule x dans cette situation, mais chaque x est remplacé par e puissance z. Après, je réécris ce qui reste. Lambda z reste. Lambda x est effacé parce que nous faisons les substitutions. On laisse lambda y pour e puissance z au lieu de x plus y carré. Et donc, en fait, dans cette façon d'écriture, comme j'ai déjà dit, on peut considérer ça comme une fonction d'une seule variable z qui renvoie en fonction de y, ou bien le considérer comme une fonction de deux variables, z et y. Donc, voilà. Nous allons s'entraîner un peu sur quelques exemples concrets. Je vais écrire une expression à gauche. Et la tâche, c'est de faire une étape de réduction bêta, juste pour s'échauffer et se rappeler comment ça se passe. La fonction d'identité, lambda x pour x. Alors, quel est le résultat de réduction bêta à partir de cette terme? On peut remarquer très rapidement que c'est pas possible de faire une réduction bêta, c'est-à-dire il n'y a rien à faire. Et dans ce cas-là, nous allons dire que ce terme est dans la forme normale. Après, lambda x pour xx. En effet, on ne met pas de parenthèses. C'est important parce qu'il y a plusieurs façons de mettre des parenthèses. Ici, il n'y a qu'une seule façon correcte de lire ce terme s'il n'y a pas de parenthèses. Dans ce cas-là, il faut être attentif parce que il n'y a rien à faire, juste comme dans le premier cas. Il n'y a rien à faire, donc on ne peut pas faire la réduction bêta. Ce terme est aussi dans la forme normale. Alors, nous allons considérer le troisième terme. Le troisième terme, ce sera lambda y pour lambda x pour x, dans parenthèse y. Alors, quelle est la signification de ce terme? Comme la première question, c'est toujours comment mettre des parenthèses. À l'expression qui est à droite de lambda y, il s'agit de cette terme entier. Donc, on ne peut pas mettre des parenthèses entre autour du premier caractère et avant y. Donc, la façon correcte, c'est de mettre après lambda y et d'envelopper tout ce qui est après lambda y. Et il faut faire les réductions bêta dans ce cas-là entre les parties lambda x point x et les parties y. Après les substitutions, ça devient y. Donc, le reste, je réécris lambda y point, je remplace lambda x point x
par y. Le prochain exemple, au lieu de lambda x.x, j'écris plusieurs x juste pour regarder comment ça se passe. Je prends lambda y point, et après j'ai un terme lambda x point 3 fois x, c'est-à-dire une application double. Donc il y a en fait deux applications. C'est toujours la même question, comment mettre des parenthèses, un petit exercice. Et après il y a application avant y et après y. Donc c'est très bien de mettre un bel ordre. Et comme je rappelle, l'application est toujours associatif à gauche. Donc il ne faut pas envelopper ces deux y, il ne faut pas mettre des parenthèses autour de ces deux y, mais ces deux y doivent être séparés. Après la première étape de bêta réduction, on prend le premier y et remplace chaque x par cette y qui est seule. Alors, on prend le troisième et on imagine que ces deux y ont été enveloppés dans les parenthèses. Dans ce cas-là, on aura 3y parce que chaque x va être remplacé par 2y. Ça nous donne lambda y point, y dans parenthèse, y et après encore deux fois y. Donc il ne faut pas mettre des parenthèses comme vous voulez. Donc c'est toujours l'associativité, l'ordre toujours de gauche à droite. Alors j'ai encore un exercice. On considère la fonction qui représente les sommes de deux nombres, les sommes de x, y, lambda x point lambda y point x plus y. Et pour des fonctions anonymes, donc je peux écrire lambda. Lambda est une fonction. Après lambda, si j'écris deux arguments, par exemple la constante 1 et 2, lambda 1 et 2, le résultat d'exécution de ce petit programme sera juste un nombre 3. En effet, dans le terme lambda, si vous avez besoin d'écrire des arguments de fonction après la fonction, on n'utilise pas la façon habituelle, on n'utilise pas des parenthèses, et on n'utilise pas de virgule. Donc c'est toujours, vous écrivez des arguments après la fonction. Mais si on écrit lambda 1, 2, pour obtenir 3, il faut faire une étape de réduction bêta. Donc c'est pas la même chose que 3. Et si je considère une autre expression, lambda x, y, et j'écris une fonction anonyme, donc lambda x pour lambda y pour lambda x, y, ça me donne toujours la fonction qui ajoute deux nombres. Mais lambda, c'est aussi une fonction qui ajoute deux nombres. Donc ça semble un peu un paradoxe. Oui, j'ai deux expressions différentes. Est-ce qu'ils sont égaux dans quelque sens? Donc, permettez-moi d'écrire encore une fois cette expression lambda à gauche, oui, qui est toujours lambda x pour lambda y pour x plus y, et l'expression à droite, qui est la fonction anonyme, qui prend deux arguments x et y, évolue lambda xy. Donc, ça semble presque la même chose. Si on substitue lambda, il faut être attentif parce que on n'aime pas répéter les mêmes arguments, donc c'est pas la même x. Ça devient x chapeau, y chapeau. Donc tout ça qui est dans la fonction lambda majuscule. Alors, si je descends un arbre syntaxique à gauche, c'est tout petit. Ça commence par les racines lambda x, après lambda y, après une somme, et à gauche et à droite, c'est x, y. Mais c'est presque évident que pour le deuxième terme lambda, l'arbre syntaxique est différent. Donc ça commence par lambda x et lambda y, mais après, au lieu de somme, vous avez une application de terme à gauche y. Après, vous avez l'application de terme à gauche x, et à gauche, vous avez la réplication de cette lambda majuscule, mais avec x remplacé par x chapeau, y remplacé par y chapeau. Donc, la question que je pose, pourquoi nous avons ça? Pourquoi nous avons deux fonctions différentes qui évoluent la même fonction, x plus y,
mais dont arbres syntaxiques sont si différents. Alors, cet exercice, c'est une petite astuce pour comprendre la réduction bêta. Donc en fait, comme j'ai déjà dit, la réduction bêta correspond à une étape de calcul qui permet de transformer ou simplifier des expressions. Donc ce que je veux faire, c'est je veux prendre une expression à droite qui est plus grande, qui est plus lourde, et je vais montrer que son simplification selon la réduction bêta nous donne le premier terme. Alors, il faut trouver l'endroit où nous avons cette réduction bêta. Cet endroit c'est situé à la première application entre lambda majuscule et x. Et après la simplification, on enlève lambda x chapeau. Comme d'habitude, on remplace chaque x chapeau par son premier argument, par x. Après, on fait la même chose par rapport à y chapeau. Donc, on enlève y chapeau, on remplace chaque y chapeau par l'argument qui suit, qui est y. Et après cette simplification, effectivement, nous obtenons lambda x pour lambda y pour x plus y. Donc c'est le même terme, lambda majuscule. Donc on a vu que ces deux termes qui représentent les mêmes fonctions, on peut obtenir un d'autre à l'aide de réduction bêta. Donc ça vous permettra de peut-être un peu mieux sentir le sens de réduction bêta. Et après, pour l'expression lambda majuscule, si vous essayez de faire la réduction bêta, vous voyez très vite il n'y a pas de possibilité de faire cette réduction. Donc ce terme, on dit que ce terme est dans la forme normale. Alors, nous allons discuter un peu plus la notation de forme normale parce que ça sera utile un peu après. Alors, comme j'ai déjà dit, le terme lambda majuscule qui représente la somme de nombres est dans la forme normale. Donc, dans la forme normale, ça signifie qu'il n'y a pas de possibilité de faire les réductions bêta. Et la question, est-ce que c'est toujours comme ça? Est-ce que chaque terme lambda peut être simplifié de telle façon qu'il n'y a pas plus possibilité de faire les réductions bêta? Et on considère ce terme spécial qui est lambda x.xx, application x sur même, est répété deux fois. Ce qu'on voit ici, chaque x est remplacé par l'expression à droite. Maintenant, il y a 2x. Alors, il faut copier-coller cette expression deux fois. Ça nous donne, au lieu de première x, nous réécrivons cette lambda x.xx. Et au lieu de deuxième x, on réécrit la même chose. Lambda x.xx encore. Donc, vous avez noté que les résultats de réduction bêta vous donnent les mêmes expressions qu'avant. Alors, chaque fois que vous appliquez la réduction bêta, vous obtenez toujours le même terme. Et dans ce cas-là, on dit que cette expression n'admet pas de forme normale. Parce qu'on ne peut pas le mettre dans la forme qui n'admet pas de réduction bêta.
C'est toujours en boucle infinie. Alors, on aborde la partie 3, le type booléen. Donc, le type booléen, c'est les valeurs. Ce sont les valeurs vraies, faux, les conditionnels et tout ça. Alors, dans chaque cours de calcul lambda, des valeurs vraies et faux sont dénotées par des fonctions. Les fonctions, bien sûr, dans la forme normale, parce que chaque terme lambda dans la forme normale est une entité qui n'admet pas de simplification. Et on aura un conditionnel qui prend x comme condition, x de type booléen, if x then y, else z. Ça nous permet de les représenter les conditionnels comme une fonction de 3 variables, x, y et z. Les valeurs vraies sont représentées comme les fonctions de 2 variables qui renvoient à la première, et les valeurs fausses sont représentées par une fonction de 2 variables qui renvoie à la deuxième. Pourquoi on fait ça? Parce que pourquoi pas? C'est juste une convention, mais une convention très utile et qui admet, on peut dire, des simplifications magiques. Alors, imaginez qu'il vous faut construire un conditionnel. Le conditionnel, c'est une expression lambda h, x, y, z. Donc, ça doit être une fonction anonyme de 3 variables x, y, z qui prend x dans la forme booléenne, c'est-à-dire parmi ces deux expressions, la première ou soit bien la deuxième. Et en fonction de cette première expression, on voit soit y, soit z. Oui, en fait, les conditionnels admettent une forme très facile x, y, z, parce que x, c'est toujours la fonction de... Donc, x, c'est une variable booléenne, soit vrai, soit faux, mais il faut se souvenir toujours que cette variable booléenne est une fonction de 2 variables. Alors, nous allons montrer par cas que cette définition nous permet vraiment de construire un vrai conditionnel. Donc, je rappelle que on va dénoter les valeurs vraies par la lettre T, les variables fausses par lettre F et conditionnelles par conde. Si les variables x prennent les valeurs T, donc les valeurs de vérité, ça y est de simplifier les conditionnels dans ce cas-là. Donc, si on applique cette conditionnelle aux 3 variables, si vrai, alors y, sinon z. Donc, ça doit nous renvoyer en valeur y. Alors, quel est le résultat de réduction bêta de cette expression? Alors, par la règle que j'ai déjà mentionnée, comme conde x, y, z, on enlève cette lambda x, lambda y, lambda z, et on laisse ces 3 arguments. Donc, ça devient un true y, z. Et comme t est une fonction de 2 variables qui renvoie les premières, vous obtenez y. Donc, de façon similaire, les conditions de variables fausses y, z, par les réductions bêta, ça vous donne f, y, z. Mais comme f renvoie les deuxièmes parmi ces arguments, vous obtenez z. Donc, vous voyez que c'est vraiment une façon très naturelle de définir la conditionnelle. Et les valeurs de vérité aussi. À ce point-là, il faut faire la remarque. Donc, toutes ces trois expressions sont dans la forme normale. Donc, c'est toujours la façon de construire les objets dans le calcul lambda, c'est de leur donner dans la forme normale, qui n'admet pas de simplification. Alors, une de ces exercices que nous avons traités, c'est de construire les fonctions
dans le langage lambda de négation, disjonction et conjonction. Oui, c'est vraiment important de faire ces rappels parce que bon, ça nous permettra d'avancer plus vite dans les parties d'arbre binaire et de codage d'entières. Alors, comme la négation est une fonction d'une seule variable, ça doit commencer par lambda x parce que ça dénote des fonctions de variable x. Et alors, c'est quoi une négation? Si x prend la valeur fausse, il faut renvoyer. Si x prend la valeur vraie, il faut renvoyer fausseté. S'il prend la variable fausse, il faut renvoyer vrai. Donc ça peut être représenté par le conditionnel x. Si oui, ça renvoie fausse, sinon ça renvoie t. Mais aussi, il y a une simplification qui prend juste les valeurs x. Et sans le conditionnel, ça doit être juste xft. Donc, ces deux choses, ces deux expressions, la première négation et la deuxième, représentent la même fonction, mais leurs arbres syntaxiques ne sont pas pareils. Mais leurs formes normales sont égaux. Vous pouvez vérifier qu'un peut être obtenu de deuxième en aide de réduction bêta. Si on prend la deuxième tâche, la disjonction, comment faire la disjonction? Donc la disjonction, c'est une fonction de deux variables. Donc il faut mettre lambda x pour lambda y pour annoncer ces deux arguments. On met les conditionnels. Si x est vrai, alors la disjonction est vraie. Si x est fausse, donc les résultats de conjonction, de disjonction, c'est y, c'est la deuxième variable. Ça devient conditionnel x vrai y. Et aussi, il y a une deuxième façon de l'écrire en faisant la réduction bêta. Donc, on préfère les formes plus courtes, c'est-à-dire la forme normale, sans l'opérateur conditionnel. La même chose pour les conjonctions. De même façon, si x est vrai, ça renvoie la deuxième variable, et si x est faux, ça renvoie faux. Après, oui, donc comment être vraiment sûr qu'il n'y a pas de possibilité de faire la réduction bêta dans ces plusieurs réponses. Donc, par exemple, si on prend la négation, comment montrer que cette expression est dans la forme normale? Donc, c'est toujours la question, comment mettre des parenthèses? Donc, comme xf, c'est un sous-arbre, et après t, c'est un sous-arbre, donc il n'y a toujours pas de possibilité de faire cette réduction. Alors, on commence la quatrième partie, les arbres binaires, décodage d'arbres binaires. Alors, le codage d'arbres binaires commence par un constructeur un peu inhabituel. Ça prend 3 arguments, S1, S2 et F, et renvoie à l'application F, S1, S2. Donc, imaginez que cet constructeur est une fonction, comme j'ai déjà dit, une fonction de 3 variables, où la troisième variable est une fonction de 2 variables, c'est-à-dire le troisième argument. Donc, dans le langage fonctionnel, c'est toujours comme ça. Le troisième argument, f, c'est une fonction, soit lui-même, la fonction de 2 arguments. La fonction qui prend S1 et S2 comme ses arguments. Mais en tout cas,
comme j'ai déjà dit, il y a plusieurs points de vue différents aux fonctions anonymes. Donc, le premier point de vue, c'est de regarder constructeur comme une fonction de 3 arguments. Et encore, il y a une façon de le considérer comme les fonctions de deux variables S1 et S2, d'arguments S1 et S2, qui renvoient une fonction anonyme dont l'argument est f. Je vais écrire cette constructeur dans la forme plus compacte. Donc les tâches prochaines, c'est de construire une expression qui nous renvoie un fils gauche d'un arbre ou une expression qui renvoie le fils droite d'un arbre binaire. L'arbre binaire, c'est toujours construit à partir de deux sous-arbres. Donc S1 correspond à sous-arbre gauche et S2 correspond à sous-arbre droite. Le constructeur qui renvoie un arbre qui est expression qui est une fonction soi-même de fonction f. Alors, à ce moment-là, c'est un peu difficile d'envisager toutes ces choses. Mais bon, si vous construisez un arbre, vous prenez deux arguments, S1 et S2, et il vous reste encore une lambda f. Donc, s'il vous reste encore une lambda f, le résultat est une fonction aussi. Donc, c'est un objet qui représente l'arbre binaire, mais qui est dans le monde de calcul lambda, représenté par une fonction d'un argument. Donc, ici, je vous laisse réfléchir à ça. Prenez votre temps. Je vous donne 5 minutes environ. Et essayez de construire les fonctions de fils gauche qui prend une seule arbre comme argument. Un arbre dans la forme construction sous-arbre gauche, sous-arbre droite. Donc, essayez d'extraire son premier argument S1.
je vais montrer des indices. Au début, j'ai déjà dit que fils gauche et fils droite doit être une fonction qui prend un seul argument, un arbre S. Ça doit commencer alors par lambda S pour annoncer son premier argument. Et il faut supposer que son premier argument S est déjà de type de forme constructeur sous arbre gauche A et sous arbre droite B. Donc vous supposez que cet argument S est déjà dans la forme constructeur AB. Alors, comment faire? Avant de vous donner la réponse, je vais faire quelques petits rappels et poser quelques petites questions qui vous aidera de trouver les solutions. Alors, pour le rappel, la construction, c'est une expression lambda de 3 arguments, mais normalement, nous allons utiliser constructeur juste en son premier 2 arguments. Le sous-arbre gauche et le sous-arbre droite. Mais après, ce que vous obtenez, c'est une fonction, c'est une expression qui commence par lambda f, après avoir fait la réduction bêta. Alors, ce troisième argument, en fait, c'est une opération à cette sous-arbre. Si vous ne spécifiez pas cette opération, alors c'est normal. C'est un arbre, donc c'est une structure de données qui représente un arbre, sans la fonction concrète spécifiée. Donc la fonction de 2 variables qui prend le sous-arbre gauche comme une variable et le sous-arbre droite comme une variable. Alors les clés de cette solution, c'est de manipuler cette troisième fonction f et peut-être trouver quelque chose qui vous permet d'éliminer le sous-arbre droite si vous n'avez besoin que de sous-arbre gauche. La première question, donc, il s'agit de forme normale. Si nous utilisons cette construction, si A est sous-arbre gauche, B est sous-arbre droite, on va mettre construction de A et B. Est-ce que cet terme lambda est dans la forme normale ou non? Alors, pour répondre à ces questions, il faut substituer cet opérateur de construction. Donc, pour les rappels, c'est lambda S1, point lambda S2, point lambda F, point F S1 S2. Si on réécrit construction AB en substitution de première expression, cons, nous voyons qu'il y a une possibilité de faire la réduction bêta par rapport à première variable S1 en le remplaçant par A et par rapport au deuxième variable S2 en le remplaçant par B. Ça nous donne lambda f.f à B après avoir fait la réduction bêta. Donc quelle est la réponse à cette première question? Bien sûr, c'est négatif parce que cette expression n'est pas dans la forme normale parce qu'on peut faire la bêta réduction. Donc, non, cette dernière expression, lambda f pour a f à b, bon, alors, si a et b sont dans des formes normales, il n'y a pas de possibilité de faire la réduction bêta ni dans la a ni dans la b. Et donc, cette expression est aussi dans la forme normale. Alors, c'est pour ça que j'ai dit que l'arbre est une fonction, parce que c'est une expression lambda qui admet une possibilité de mettre un argument f ici. Donc, ça nous laisse une possibilité de remplacer f par une fonction de 2 variables.
mais c'est juste un point de vue. Donc c'est deux points de vue différents dans le même objet. Alors, je vous pose la deuxième question. J'ai besoin de prendre une fonction f concrète qui prend deux arguments, le sous-arbre gauche comme son premier argument et sous-arbre droite comme son deuxième argument. Et quelle fonction f faut-il prendre pour extraire le sous-arbre gauche? Donc, je rappelle toujours la définition de constructeur de deux arbres. Je rappelle que f s'applique au premier argument S1 et au deuxième argument S2. Donc c'est pour ça que j'ai défini f comme la fonction de deux arguments. Alors, la sous-arbre gauche, c'est exactement S1. Donc la fonction dont nous avons besoin, c'est f qui prend deux arguments et renvoie son premier. Et si vous vous souvenez bien, c'est la fonction f qui représente les valeurs booléennes de vérité. Donc les valeurs vraies, c'est une expression lambda qui renvoie les premiers arguments parmi les deux. Alors ça me permet de spécifier exactement l'expression lambda qui renvoie la fils gauche, un raccourci fg. Donc la fils gauche, c'est une fonction d'un arbre, donc l'arbre S, qui fait quoi? Alors je rappelle que pour les éliminations, après avoir simplifié cons AB, ce que vous obtenez, c'est fonction f appliquée à AB. Donc, après avoir simplifié construction AB et valeur vraie, donc la valeur vraie est considérée comme une fonction de deux variables qui est passée par le troisième argument de l'expression cons, ça se simplifie par réduction bêta à A. Vous pouvez vérifier vous-même. Nous allons considérer plusieurs exemples, mais tout simplement, la fils gauche, c'est lambda s.st, où le terme t représente les variables booléennes vraies. Alors, pour la fils droite, le même exercice. Comment représenter la fils droite dans cette situation? Bon, bien sûr, vous mettez l'arbre au début, et après une fonction f, qui est la fonction fausse, qui renvoie son deuxième argument parmi les deux. Donc la fonction fausse, f majuscule, s'il remplace f minuscule, donc fausse S1, S2 renvoie toujours S2. Alors, nous avions trois exercices dans cette section. Le premier exercice, vous avez construction AB, il faut le simplifier. Mais bien sûr, nous avons déjà fait cet exercice quand je vous ai posé les questions si cette expression est dans la forme normale ou non. Nous avons déjà fait ces réductions bêta là. Bon, c'est pas la peine. J'écris cons, le constructeur, j'insère A et B. Après,
il y a une possibilité de faire une réduction bêta par rapport à la premier argument S1. S1 est remplacé par A. Et après le deuxième argument, S2 est remplacé par B. On peut faire de réduction bêta à la suite. Et voilà, lambda f pour f à b. Et comment simplifier ça? Bon, on ne peut pas. Alors, on peut faire juste pour si vous avez mal à comprendre les constructions de fils gauche, les constructions d'un arbre, nous allons considérer un arbre plus complexe, un arbre de 3 sommets de type feuille. J'ai réécrit ces 3 fonctions de façon plus compacte, la construction d'un arbre, les fils gauche et les fils droite. Donc dans le deuxième exercice, on prend les constructions d'un sommet C à gauche et à droite un sous-arbre construction A et B. Mais cette deuxième expression dans les parenthèses, on a déjà vu, on a déjà simplifié. Donc ça se simplifie dans lambda f pour f à b. Donc la tâche c'est d'insérer les constructions, les premières constructions et faire toutes les réductions bêta nécessaires. Donc si on insère la première construction, je ne veux pas mélanger avec la deuxième f minuscule, donc je mets un chapeau pour signifier que ce sont 2 variables distinctes. Donc cette cons c'est comme le premier argument et lambda f pour f à b comme le deuxième argument. On voit qu'il y a possibilité de faire les réductions bêta, c'est-à-dire insérer c au lieu de son premier argument S1 et d'insérer cette expression lambda f pour f à b au lieu de S2. Et si on fait 2 réductions bêta à la fois, ça donne lambda f chapeau pour f chapeau. Après on met tout ça. Donc on met E, on met C et on met la deuxième argument. Comment simplifier ces résultats et comment mettre des parenthèses? 2 fonctions, 2 questions éternelles. Alors, il n'y a pas de possibilité de simplifier plus. Alors, cette dernière terme est dans la forme normale. Aucune simplification possible. Et alors, la troisième, nous allons vérifier que cette idée de construire le fils gauche, comme mettre en valeur vraie après les arbres, comme mettre T après les S, est-ce que ça marche vraiment ou non? Donc, si on prend cet arbre de 3 sommets avec C, A et B, et on prend 2 fois le fils droite de cette expression. Donc FD c'est un raccourci pour fils droite. Donc, il ne faut pas considérer F et D comme 2 lettres distinctes. Alors, pour se simplifier la vie, on se rappelle qu'on a déjà simplifié l'expression internelle. Donc, c'est que cette expression nous donne lambda f chapeau point f chapeau
après l'argument C, après l'argument lambda_f.f, A et B. Donc on se souvient. Et il nous faut calculer 2 fois fils droite de cette expression. Donc la stratégie, c'est de faire par la définition. Par la définition, on insère la définition de fils droite éternelle, ce qui est égal à lambda_s.sf, et elle appliquée à l'expression à l'intérieur. Non, voilà, faites attention aux parenthèses. Alors, comment faire les réductions bêta? Il faut trouver une application qui est entre ces deux expressions au milieu. Et les variables S, qui est le premier argument de cette expression à gauche. Donc chaque S est remplacé par cet arbre binaire, aux trois faits. On enlève lambda S, on remplace S. Alors, on obtient lambda f chapeau, point f chapeau. Après C, après la même chose, lambda f point f à B. Bon, en fait, je me suis trompé avec... Non, les parenthèses, c'était bon. Et n'oubliez pas de mettre ce qui était avant, c'était f. Mais vous êtes obligé de mettre des parenthèses, parce que sinon, l'application a la substituité à gauche. Si vous le ratez, c'est un problème. Donc, il faut préserver la structure de l'application. Alors, permettez-moi de réécrire cette expression, juste pour compactifier un peu dans le tableau, parce que je n'ai pas de tableau trop grand, comme dans la classe normale. Alors, on n'a pas terminé avec les réductions bêta dans cette expression, parce que... en fait, j'ai raté le chapeau. Il faut insérer cet caractère f majuscule, qui représente les valeurs booléennes, au lieu de f chapeau. Donc si on fait cette réduction bêta, comme toujours, on enlève lambda f chapeau, on remplace chaque f chapeau par f majuscule. Ça nous donne la valeur f faux. Et je vous rappelle que f est une fonction soi-même. Donc c'est un peu marrant. C'est une fonction qui prend comme argument en fonction de deux arguments de deux fonctions. Oui, ça a l'air un peu récursif. Je vous rappelle la définition de TF. T, c'est une fonction de deux variables qui renvoie les premières variables. Et F, c'est une fonction de deux arguments qui renvoie le deuxième argument. Alors, F, c'est expression. Quel est le résultat de réduction bêta? Comme f renvoie ce deuxième argument, ça nous donne oui, effectivement, il faut effacer les premières, effacer C. Donc j'ai fait de façon très explicite. J'ai substitué les valeurs vraies de f et j'ai fait de façon rigoureuse les réductions bêta. Alors, on a pas mal travaillé, mais on a toujours besoin de procéder avec ces réductions bêta parce qu'on n'a pas fini. On reste encore une fils droite à l'extérieur. Donc ces fils droite, elle admet un argument S qui est remplacé par une expression droite et après F. Alors on insère cette expression en droite au lieu de S. Et voilà, lambda f.f à b. Est-ce que nous sommes terminés ou non? Est-ce que c'est dans la forme normale?
Non, il y a des possibilités de simplifier. Il reste encore 2 étapes de réduction bêta et ça nous donne B au bout du compte. Ouais, donc c'est un résultat pas trop long. Donc oui, c'est juste B. Il faut se vérifier parce que je vous rappelle que cette évaluation assez longue, on a presque oublié ce qui était demandé au début. Donc, nous avions un arbre binaire, en 3 feuilles, en feuille C, A et B. Donc, si vous prenez 2 fois les fils droites de cet arbre, à partir de racine, vous parcourez à droite, il vous reste un sous-arbre, vous parcourez à droite, vous obtenez la valeur B. Donc, on a obtenu la même chose que dans le dessin. Alors, c'était bon. D'accord, nous avons plus ou moins terminé avec des arbres binaires. Il nous reste la dernière chose, c'est le codage de nombres entiers selon Barendragt. En fait, il y a plusieurs codages d'entiers possibles. Ces codages-là, c'est un peu plus facile à comprendre, mais ça ne permet pas de construire facilement des additions et des multiplications. Mais il faut l'apprendre au début. La valeur 0 sera représentée par la fonction identité, c'est-à-dire lambda x.x. Et le successeur va être représenté par une construction d'un arbre binaire. À gauche, vous aviez les variables fausses, et à droite, vous avez les arguments de successeur. Donc, si on écrit les nombres entiers comme 1 et 2 avec un petit barre horizontal en haut, c'est les résultats de l'application récursif de successeur à valeur 0. Donc, la valeur 1, c'est un arbre avec 2 feuilles, F0. La valeur 2, c'est un arbre avec 3 feuilles. Donc, si on simplifie les successions, les constructeurs, vous avez un arbre F, F0. De même façon, il y a des arbres 3, 4, etc., etc. Donc, c'est un arbre qui paraissent en chaîne. Alors, le premier exercice. Donc, je vous ai donné cette définition de 0 et de successeur. Comment construire le prédicat, les prédécesseurs. Donc, la valeur n, ça renvoie n-1. Dans la valeur 0, c'est pas vraiment défini. Donc, il y a plusieurs réponses possibles. Peut-être par les valeurs 0. Donc, oui, c'est peu important. Mais le but, c'est de renvoyer 0 si l'argument est 1. Renvoyer 1 si l'argument est 0. Le prédécesseur, c'est une fonction d'un seul argument, donc ça doit commencer par lambda x. Et la variable x est toujours dans la forme, on peut supposer que x est dans la forme de successeur. Donc, le successeur, je rappelle que c'est un arbre, un f à gauche, un sous-arbre à droite. Donc, les tâches, c'est d'extraire cette sous-arbre à droite. Donc, pour extraire le sous-arbre à droite, cette stratégie, il y a déjà une fonction qui fait ça. C'est la fonction fils droite. Donc, pour le rappel, c'est lambda s pour SF. Bon, il faut vérifier que cette fonction marche bien pour les arguments différents. Donc, si on prend le prédécesseur de successeur de n. Alors, il faut développer et simplifier cette expression selon les règles de réduction bêta. J'ai substitué le prédécesseur, donc son définition que je suggérais, lambda s pour SF,
et les successeurs de n. Donc, qu'est-ce qui se passe si on applique, donc si on fait cette étape? Dans les réductions bêta, on a remplacé S par l'expression à droite. Après, j'ai développé les successeurs. C'est qu'il y a de x pour un constructeur de fx, f à droite. J'ai oublié, oui, successeur appliqué à les variables n, et après on met les variables f. Alors, est-ce que vous voyez une possibilité de simplifier cette expression selon la règle de réduction bêta? Donc, bien sûr, la variable x est remplacée par cette n barre horizontale, construction fn. Après, je laisse f. Est-ce que cette expression est dans la forme normale ou non? Pour répondre à ces questions, on se rappelle la définition de constructeur. La construction d'un arbre, c'est une fonction de 3 variables, S1, S2 et F. Bon, F et N barre horizontale jouent le rôle de S1, S2, et F joue le rôle de F. Donc ça nous donne FFN qui se simplifie dans N. Mais en fait, moi je pensais que ce n'est pas la meilleure stratégie de le simplifier. Donc je préfère de développer les successeurs d'abord et après les prédécesseurs. Parce que en fait, plusieurs stratégies différentes de développement de réduction bêta dans les chemins de longueur différents. Donc parfois, c'est plus facile de développer ce qui est à l'intérieur, ce qui nous donne construction Fn. Et après, comme les prédécesseurs, par définition, c'est les fils droites, et on a déjà les propriétés que les fils droites de construction Fn et les sous-arbres droite n. Bon, on peut juste appliquer les magiques de arbre binaire qu'on a déjà établi. Ouais, c'est pas terminé parce que nous sommes intéressés par les les prédécesseurs de 0. Donc si c'est n, si c'est nombre entier, égal à 0. Donc c'est juste en France, c'est nombre entier inclut la valeur 0. Dans l'autre monde, ça commence par 1. Mais bon, quand même, 0 est représenté par la fonction identité. Et si on applique les prédécesseurs à la fonction identité à façon explicite, S est substitué par lambda x.x, f, et la fonction identité appliquée à f, ça donne f. Et ce qu'on obtient, c'est que le prédécesseur de 0 renvoie la valeur fausse. Donc c'est mieux ce que je pensais. C'est très logique, c'est très élégant. C'est mieux que prendre le prédécesseur 0 comme 0. Il nous reste encore le dernier exercice dans ce bloc, dans ce TD. Nous allons construire les prédicats E0. Donc E0, c'est une fonction qui prend un nombre comme argument et renvoie une valeur booléenne. Donc si c'est 1, 2, 3, 4, 5, etc. Donc l'évaluation de E0 doit être faux. Et le E0 appliqué à 0, ça doit être vrai, bien sûr.
Bien sûr, S0 doit commencer par lambda S, parce que c'est une fonction d'une seule variable. Non pas un 2, un 3, juste lambda S. Et c'est quoi après? Alors, pour le rappel, le nombre entier est représenté par un arbre binaire. Donc, vous pouvez supposer que cette S est dans la forme construction de f à gauche et d'un arbre quelconque à droite, sauf les cas où n égale 0. Le deuxième rappel, si vous vous souvenez, dans les parties d'arbre, chaque arbre est une fonction lui-même. Donc, qui prend une fonction de deux variables comme un argument. Et dans la forme normale, les constants b se simplifient comme lambda f pour f à b. Donc c'est une astuce, c'est un indice pour cet exercice. Peut-être vous pouvez prendre quelque chose au lieu de fonction f. Alors je répète encore quelle est la signification de ces fonctions f. La signification, c'est de procéder ces deux sous-arbres à gauche et sous-arbre à droite. Et si vous adoptez le point de vue impératif, le langage impératif, c'est de renvoyer les résultats de calculation de cette fonction de sous-arbre à gauche et à droite. Voici quelques exemples de fonctions f différents possibles. Pas peut-être dans le monde de calcul lambda, mais plutôt dans le monde plus général. Nous n'avons pas encore de récursion dans le calcul lambda, mais nous allons en apprendre. En ce moment, si vous prenez f comme la fonction t, la fonction vérité, ça vous donne la fils gauche, parce que la fonction de deux arguments qui renvoie à la gauche. La fonction f, f minuscule égale f majuscule, les valeurs fausses, c'est une fonction qui renvoie le deuxième argument parmi les deux, donc ça oublie la fils gauche et ça renvoie la fils droite. Si vous imaginez la fonction comme la hauteur, donc la max de hauteur de sous-arbres, nombre de sommets, donc on peut imaginer ce type de fonction. Toutes ces fonctions, donc comme le parcours, la recherche, etc., etc.
Donc le prédicat est0 doit renvoyer les valeurs faux pour tous les nombres supérieurs à 1. Donc, où se trouvent les valeurs fausses dans ces arbres? En fait, c'est déjà là, à partir de racines. Si on prend le sous-arbre à gauche, la valeur f, donc si on prend juste l'opération de sous-arbre à gauche de cet arbre S, alors pour tous les nombres supérieurs à 0, ça nous donne f. Donc pour tous les nombres supérieurs à 0, l'évaluation de prédicat est 0 nous donne fausse. Et alors la seule tâche qui reste, c'est de vérifier que S0 appliqué à valeur 0 nous donne la valeur vraie. Donc c'est une hypothèse. Par ce moment, il faut juste tester et vérifier. Donc pour vérifier cette hypothèse, il faut développer explicitement par les définitions, par les notions de réduction bêta, fils gauche appliqué à nombre 0, c'est-à-dire aux fonctions d'identité. Je rappelle fils gauche, prendre l'argument et ajoute un t à droite. Donc S est remplacé par lambda x.x. On réécrit lambda x.x et ajoute t à droite de cette expression. Et après développement, donc lambda x.x c'est la fonction d'identité, ça donne vrai. Donc, voilà, félicitations. Cette hypothèse a été confirmée. Donc fils gauche est un bon candidat à cette fonction est0. Alors, nous avons terminé tous les exercices de cette OD. Il faut voir l'avenir de ces cours un peu. En fait, ce qui se passe, est-ce que vous vous souvenez le terme lambda qui n'admettent pas de forme normale? Donc, cet terme est un analogue d'une boucle infinie de monde de terme lambda. Donc, nous allons apprendre la récursion et ça nous permettra de faire des choses très 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 puissantes. Après, essayez de construire des prédicats de égalité de deux nombres, par exemple, l'addition, multiplication. Mais ça exige quand même les notions de récursion. La factorielle, bon, tout ça. Bon courage. À plus.